m'appelle Michel Fauchard, j'ai 87 ans, je suis né en 1936. Bon, je me permets d'ajouter que je suis le fils de Édouard Fauchard, c'est un déporté mort en résistance quelques jours avant la fin de la guerre et dont une rue du quartier Malpalu porte le nom. Alors moi, je vivais dans le quartier qu'on appelle le quartier de l'hôpital, c'est-à-dire le quartier de la rue des Mûriers, la rue Gambetta prolongée, la caserne du 117, enfin, pas très loin du pont Gambetta, du pont Issoire, et justement ce qui nous a causé bien des soucis avec les Allemands qui prenaient un malin plaisir à faire sauter les ponts. J'allais avoir 8 ans. Le 8 août 1944, je sais que les Alliés sont entrés par une rue qui s'appelait le boulevard de la République. Ça m'a frappé parce que c'était dans mon quartier. Et puis le fait que le boulevard de la République a vite été transformé en avenue de la Libération. Ce qui m'a frappé à cette époque-là, c'est le fait que les Allemands avaient pris une mauvaise habitude, ils faisaient sauter tous les ponts. Alors pour les maisons qui se trouvaient à proximité, c'était quand même relativement dangereux. À proximité de ma maison, ils ont fait sauter le pont Issoire, ils ont fait sauter le pont en X, qui était une merveille architecturale, ils ont fait sauter le pont de fer, ils ont fait sauter le pont d'Echtal, ils ont essayé, mais en vain, de faire sauter le pont Gambetta, et ils n'ont pas réussi, grâce à des jeunes vraiment extrêmement courageux qui sont intervenus, qui ont coupé les câbles d'alimentation qui faisaient sauter les torpilles. Mais il s'en est fallu de peu. Le pont Gambetta était un pont extrêmement solide. Ils avaient mis le paquet, ils avaient mis des torpilles. J'aime mieux vous dire que les maisons aux alentours, elles auraient souffert. Plus qu'avec le pont Issoire. Le 8 août 1944, ça faisait 6 mois que mon père avait été arrêté par les Allemands. Donc il était à Buchenwald, après ça il est allé à Flossenburg, après ça il est allé dans un commando où il travaillait sur des carcasses de Messerschmitt. Et puis quand les Alliés sont arrivés, son camp a été évacué. Et puis comme il était parmi les plus âgés de son groupe, il a tenu la marche de la mort pendant 8 jours à peu près. Et il s'est écroulé, il est tombé, je pense, 2 jours avant sa libération. Il était le seul de son groupe de camarades qui soit mort. Enfin, c'est comme ça. J'étais donc le 4e enfant, j'étais le petit dernier. Ma sœur aînée venait de se marier. J'allais dire que c'était Fernand Reynaud dirait s'est marié avec mon beau-frère et que mon beau-frère c'était lui qui était le responsable local de la résistance et c'est lui qui a entraîné mon père et il l'a entraîné dans la bonne direction. Je ne dis pas ça sur le plan d'un reproche, bien loin de là. Donc je dirais que mon père était salarié de la Mutuelle Générale Française, une compagnie d'assurance honorablement connue sur le plan monument. Et pendant toute la durée de la captivité, monsieur Jean-Marie Lelièvre, président directeur général, a fait en sorte qu'elle touche la paix intégrale de mon père. Alors ça, je lui en ai été toujours reconnaissant, parce que le simple fait pour mon père de savoir que sa femme n'était pas dans la gêne, tout au moins sur le plan matériel, lui a permis de conserver un meilleur... Ça ne l'a pas sauvé malheureusement, mais ça lui a permis de moins souffrir moralement. L'étiquetation de mort, oui, je m'en souviens, on allait les chercher une fois par mois dans un genre de centre social, et les hommes avaient droit à une dose de tabac. Et on commençait déjà à insister sur le fait que les femmes devaient avoir les mêmes droits que les hommes, et les femmes avaient leur décade de tabac. Et alors ma mère, qui n'avait jamais fumé une cigarette, elle allait quand même toucher
ces décades de tabac parce qu'elle les revendait subrepticement à un cousin et ça lui faisait un petit peu d'argent, quoi. Je me souviens de ça. Les décades, c'était distribué tous les 10 jours. Les tickets de ravitaillement, c'était tous les mois. Et le tabac, c'était tous les 10 jours. On appelait ça les décades. Tiens, quand mon père, tiens, bon, j'ai envie de toucher mes décades. Ce sont des souvenirs amusants. L'école était toujours laïque et obligatoire, hein. Enfin, bon, moi j'allais à une école religieuse, ça se trouve comme ça. À l'école, dans les classes primaires, à une certaine époque, enfin vous avez peut-être connu ça vous dans votre jeunesse, on distribuait des bons points. Là, le gouvernement du maréchal Pétain avait décidé de remplacer les bons points par des photos du maréchal Pétain. Et alors, je dis n'importe quoi, les 5 premiers, ils avaient 5 photos en couleur du maréchal Pétain, et puis ceux qui suivaient, ils avaient les photos noir et blanc. Et moi, je me souviens d'un jour où, tout heureux, tout fier de moi, j'arrive à la maison, j'ouvre ma serviette, tiens papa, regarde ce que le maître il m'a donné. Il m'a dit, donne-moi ça, qu'il me dit. Et il la prend comme ça, il la jette au feu. Bon, alors ma mère qui dit, oh ben écoute, bon, t'as fait de la peine aux petits quand même, t'as fait de la peine aux petits. Alors mon père, effectivement, il a marqué le coup. Il a marqué le coup, il a pris son par-dessus, parce que c'est en plein hiver. Il est parti dans son magasin qui s'appelait Le Paradis des Enfants, je connais, parce que c'était rue Gambetta. Et c'est comme ça que j'ai eu ma première boîte de mécano. Ça m'a marqué. Une boîte de mécano pour une photo du maréchal Pétain, j'étais pas perdant. J'ai pas protesté. Et ce genre de choses, on s'en souvient toute sa vie, ça. La peur, on l'a connue quand même le jour de l'arrestation de mon père. Ça, c'est indiscutablement. Vous savez, les Allemands qui arrivent chez vous, ils fichent un coup de poing à mon père, un coup de poing américain. Moi, j'étais au lit avec lui, que c'était un dimanche matin. Bon, je me suis mis à pleurer, vous voyez. Et c'est pas un Allemand qui est là, c'est un membre de la Gestapo. Il dit, faut pas pleurer, ton père c'est un salaud. Enfin, oui, je me rappelle de ça. Le jour de l'arrestation de mon père, ils ont été quand même un petit peu torturés dans une pièce en bas. Ils les ont coincés contre... Bon, ce sont des mauvais souvenirs. Et c'est vrai que lorsque on a, à un moment donné, les Allemands nous disent, vous venez dire au revoir à votre père et à votre beau-frère, on a descendu et puis on les a embrassés. Et, bon, c'est vrai que c'était des moments assez poignants. Et puis après, je dirais que la vie a repris son cours. Ça ne veut pas dire qu'on avait totalement oublié mon père et le restant de la famille, mais la vie a repris son cours. Vous parliez des tickets d'alimentation. Moi, je me souviens d'un petit détail, vous voyez. Plutôt que de donner un ticket d'alimentation pour 50 grammes de pain à chaque fois qu'on prenait 50 grammes de pain, ma mère s'était mise d'accord avec la boulangère. En début de mois, elle lui donnait toutes ses planches de tickets, et puis la boulangère lui disait pour Madame Fauchard, bon pour, je dis n'importe quoi, la dose de pain à laquelle elle avait droit pour le mois, bon pour 10 kilos de pain. Et puis quand on allait au pain, on présentait le petit ticket, et puis la boulangère, elle défalquait à chaque fois. Mais seulement à l'époque, le crayon bille n'existait pas. Alors elle faisait ça au crayon. Elle savait très bien que ma mère truandait, mais elle fermait les yeux. Bon, si ce n'est que son pain, on le lui payait, hein, mais elle nous en donnait plus que... Ça, c'est un souvenir qui m'est resté en mémoire. Plein de petits souvenirs comme ça. C'est dans la nuit qui a précédé qu'ils ont fait sauter les ponts. Donc on nous avait dit attention, ils vont faire sauter les ponts. Donc laissez les fenêtres grandes ouvertes.
savez, pour empêcher l'effet de souffle, qu'il y ait des glaces qui dégringolent par le souffle. Alors on avait laissé les volets. Bon, ça sautait dans le courant de la nuit. Moi, je me souviens pas que ça m'ait réveillé parce que à cet âge-là, j'avais un bon sommeil. Mais toujours est-il que quand on arrivait le matin, il n'y avait plus de pont Issoire, il n'y avait plus de passerelle chameau, il y avait, enfin, je ne vais pas reprendre mon énumération, il ne restait qu'un seul, c'est le pont Gambetta, parce que les Allemands avaient prévu de le laisser jusqu'à la fin, de pouvoir évacuer des véhicules lourds, vous voyez, le plus longtemps possible. Et je me souviens, ça, je n'invente rien, mais il y en a peut-être d'autres qui se sont fait leur cinéma. Beaucoup de personnes disaient il ne faut surtout pas que le pont Gambetta y saute, parce que s'il saute, les Alliés ne vont plus avoir où passer. Et s'ils ne peuvent plus avoir où passer, s'ils ne peuvent plus arriver à passer, il y a plusieurs vagues de B-17, de forteresses volantes, qui sont prêtes et qui vont venir bombarder la ville. Et on nous parlait toujours de l'exemple de Caen, qui avait été rasé, de falaises qui avaient été... Enfin, il y a 2 ou 3 villes qui avaient été rasées carrément par l'aviation américaine ou britannique. Enfin, les Américains bombardaient de jour et les Anglais de nuit. Alors c'est vrai qu'on avait cette crainte-là. Et quand on a appris que le pont Gambetta a été sauvé, bon, à tort ou à raison, c'était un soupir de soulagement parce qu'on ne sait pas si les Américains auraient bombardé pour autant, mais vous savez, j'étais bien content de voir les Alliés, les Américains, les Anglais, mais faut voir les dégâts qu'ils ont pu faire. Mais bon, je n'en veux pas, moi. J'ai été élevé dans le respect et la reconnaissance à l'encontre des armées alliées. Hein. Quand les Américains sont arrivés au Mans, ils sont allés s'installer dans une caserne à côté de chez moi, la caserne du 117e, et ils passaient souvent avec des camions. Bon, c'était à la belle saison. Et ben, nous, les gamins, qu'est-ce qu'on faisait? On allait dans les jardins, prenait des tomates et on leur lançait des tomates. Mais ce n'était pas du tout pour les dénigrer, mais parce qu'on savait que les Américains, ils aimaient bien les fruits et les tomates, et on leur envoyait des tomates. Et eux, ils nous envoyaient du chewing-gum et des Chesterfield. C'est spécifique de la libération. Vous voyez, c'était tout ce qui était américain avait vraiment la cote. Moi, je me souviens, mon frère, qui était plus grand que moi, il avait un battle dress, un veston de l'armée américaine, mais il le mettait pour aller à la messe. Il n'aurait pas, il avait un beau costume qui lui avait fait la communion, mais il se servait de ce. Non, c'est pour dire, tout ce qui était américain, c'était fantastique. C'était fantastique. C'est la première fois. C'est la première fois que j'ai mangé du chewing-gum. Et alors, un autre souvenir également, pour vous dire le poids du chewing-gum dans la vie des enfants à l'école. Bon, je vous ai dit que sous Pétain, on donnait des photos du maréchal Pétain, mais quand il y a eu la libération, notre instituteur, pour les 5 premiers, il donnait une tablette de chewing-gum. On avait droit à une tablette de chewing-gum, mais interdiction de manger le chewing-gum en classe. Mais les gamins, ils étaient tout prêts à cravacher et à en mettre un coup, bien plus pour une tablette de chewing-gum que pour un bonbon ou à plus forte raison une photo du grand maréchal. C'est un peu ballot, mais avec le recul, c'est attendrissant. C'est attendrissant, c'est toute ma jeunesse quand j'y pense. Et quand on voyait les premiers avions américains qui passaient au-dessus des toits, les doubles queues, comme on les appelait, les doubles fuselages, les P-38 et tout ça, mais les Américains, je n'exagère pas, c'était des dieux. C'était des dieux, un petit peu. Pour nous les gamins et même pour certains adultes. Les Américains,
il y avait rien de mieux que les Américains. On aimait bien les Anglais, on aimait bien les Canadiens aussi, parce que je me souviens un jour, un avion qui venait de bombarder le quai d'embarquement. Et mon copain me dit, c'est un Canadien, c'est un Canadien, ça m'est resté en mémoire. Je ne sais pas à quoi il a vu que c'était un Canadien, mais peut-être au cocarde de l'avion. Et puis je veux dire que les gamins, on était branchés, nous, sur les insignes militaires, les, les marques de cigarettes américaines. Enfin, je ne vais pas faire de publicité pour le tabac, mais on les connaissait toutes, hein. Moi, je mettais des paquets de cigarettes de côté pour mon papa, parce que j'avais le poids. Et puis, comme il n'est pas revenu, bon, on les a donnés à des petits cousins. Mais je me rappelle, dès qu'on obtenait un paquet de cigarettes, on le rangeait précieusement. C'est pour papa quand il va rentrer. Le jour officiel de la libération, c'est-à-dire quand tout le monde s'est mis plus ou moins à défiler dans les rues, que les Boches étaient partis, qu'il n'y avait plus aucun danger. Alors là, j'aime mieux vous dire qu'on a eu des spectacles de l'héroïsme à bon marché. Moi, j'en ai un exemple dans ma famille. Je vais pas citer de nom ni quoi que ce soit, bien sûr. Mais à l'époque, beaucoup d'hommes avaient fait leur service militaire avant la guerre de 39-45. Ils avaient passé ce qu'on appelait le peloton de sous-officiers. Ils étaient sous-officiers de réserve et ils étaient rentrés chez eux avec un uniforme, puisqu'ils étaient appelés à faire des périodes de temps en tant que militaires. Le jour de la libération, quand il n'y avait plus de danger, rien du tout, ben ces beaux messieurs, moi j'en ai connu un dans ma famille, il a remis son bel uniforme fringant de sous-officier, la Croix-Rouge, et puis un beau képi avec le truc rouge du service de maladie. Puis il passait dans la rue. Est-ce qu'il y a besoin de soins pour les blessés? C'était ça. Les héros un peu factices. T'as un autre registre, mais des dames qui avaient été vraiment très gentilles avec les occupants et puis qui se sont fait couper les cheveux. Bon, je me souviens, il y en avait une dans une rue Fleury, la pauvre femme. Enfin, je ne dis pas qu'elle a eu raison, mais à mon avis, elle n'a jamais. Bon, c'est purement sentimental et elle n'a jamais livré le moindre français. Enfin, là, vous aviez des personnes qui étaient assez acharnées, hein, sur l'école là. Alors, l'école labo au masculin, alors là, il y en a qui ont dérouillé, qui l'ont peut-être pas volé. Bon, les femmes, c'était bon, ben, c'est comme ça, c'est la vie, c'est la vie. Mais pour nous, les enfants, on avait du mal à comprendre. On trouvait ça un peu choquant. Je me souviens enfin, je peux dire qu'elle habitait rue Fleury, ça ne dit pas qui elle est, la pauvre. Et là, quand elle rencontrait ma mère chez l'épicier, après, elle disait, ah, vous ne pouvez pas savoir, Madame Fauchat, qu'est-ce que mes cheveux, ils ont repoussé, ils sont bien plus beaux qu'avant. Ça m'est resté en mémoire. Ça. Un souvenir, moi, qui m'a marqué avec le pont Gambetta. Le pont Gambetta, c'était le pont sur l'artère centrale de la ville, quand même, hein. La rue Gambetta qui monte à la République et tout. Et sur ce pont-là, sur les deux trottoirs, mettons, ça c'est le pont, il traversait la route. Vous veniez de par là, il fallait absolument prendre à droite, et vous veniez de par là, il fallait absolument prendre à droite. Et c'était le seul pont qui était soumis à une telle obligation, mais ça n'a l'air de rien, mais vous ne pouvez pas savoir ce que on apprécie. Des fois, on faisait le détour pour ne pas passer par le pont Gambetta. Il y avait la sentinelle qui était là, et moi mes premiers mots d'allemand, c'est là, parce que quelquefois, nous les gamins, on faisait exprès, on faisait semblant en jouant et tout ça. Verboten! Alors, bon, mais ça m'est restant. Mon père, qui allait travailler 2 fois, il passait 2 fois par jour, le matin, le midi, à 14h,
Et le soir, combien de fois, il faisait exprès, il faisait l'andouille, et puis il se présentait du côté gauche pour ma mère qui disait: Édouard, ne fais pas ça, ne fais pas ça. Mais bon, il n'aimait pas les Allemands. En 1939-1945, il avait 4 enfants, et il s'est engagé volontaire pour De Gaulle. Et puis ils l'ont renvoyé, bien sûr, parce il avait 4 enfants. Et alors, il était pendant un moment, il était pendant son assiette, ça. Et alors, qu'est-ce qu'il faisait? Le soir, à la tombée de la nuit, il sortait dans la rue. Il y avait le couvre-feu, mais il sortait dans la rue et il prenait l'avenue Rumillas, il rejoignait la place de la Croix d'Or. Et la place de la Croix d'Or, vous aviez la route qui venait de Laval, vous aviez la route qui venait d'Alençon, et puis en face, vous aviez la rue Sieyès et la rue Gambetta qui menaient vers la Commandanture. Donc il y avait plein de poteaux indicateurs en lettres gothiques pour les Allemands qui leur indiquaient la direction de l'hôpital, Lazareth, la direction de Commandantur, enfin tous les organismes officiels. Et alors, mon père, lui, d'un coup d'épaule, il basculait les pancartes et au lieu de les emmener à la commandanture, il les envoyait au grand cimetière. C'est génial, j'aurais voulu pouvoir le faire. La gare de triage était bombardée régulièrement, était bombardée de nuit par les Halifax et les Lancaster anglais, et de jour par les forteresses volantes. Ils se partageaient le boulot, hein, les Américains le jour et les Anglais et les Canadiens la nuit. Oh ben je me souviens de 2 bombardements à 8 jours d'intervalle, c'est le 7 mars et le 14 mars, c'est le bombardement de la gare. Et tout le monde disait ils sont venus le 7, ils sont venus le 14, ils vont venir le 21. Ça me reste en mémoire. Ils sont pas venus le 21. Mais il faut voir quand même le nombre de victimes civiles. Le grand séminaire, donc un établissement religieux catholique, qui était situé à avenue Bollé, à un moment donné, il avait été, je crois, réquisitionné par les Allemands comme hôpital de campagne. Eh bien, il a été bombardé. Il a été bombardé. Et je dirais que au fil des bombardements, ben ça arrive toujours, ça, vous avez des avions qui sont en mauvaise posture et qui lâchent les bombes n'importe où. Hein. Ben c'est comme ça. Je dis pas que c'est bien, mais il faut se mettre à la place. Donc, comme on dit, malheureusement, on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Ah oui, je me rappelle une maison, la rue de la Mariette, qui avait reçu une bombe comme ça, mais il y a eu des... Là où il y a le parc Monod, il y avait une caserne, là, et derrière la caserne, ça rejoignait le chemin de fer, vous voyez. Et il y avait là ce qu'on appelait un quai d'embarquement, c'est-à-dire que les troupes allemandes chargeaient des munitions et tout. Et ça a été bombardé aussi. Mais ce qui était bien bombardé, ce sont les usines Renault, parce qu'elles travaillaient pour les Allemands, pour le matériel de guerre allemand.